Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. La Côte d'Ivoire et le Ghana renforcent leur coopération. Le président ghanéen était en visite d'amitié et de travail à Abidjan. Avant son départ pour Accra, il a rencontré la communauté ghanéenne en Côte d'Ivoire. Et dans ce 20h, nous tenterons de répondre à ces questions. Comment trouver un emploi ? Faut-il attendre un emploi correspondant à son profil? Quelles sont les opportunités d'emploi offertes aux jeunes pour leur insertion? Réponse tout à l'heure. Et nous irons en Gambie où se tient une réunion pour la validation et l'adoption du plan d'action régional sur l'éradication de l'apatridie en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous qui réunit plusieurs participants. Enfin, au Burkina Faso, après un second renvoi, le procès de l'ancien président Blaise Compaoré et de 31 membres de son dernier gouvernement a repris aujourd'hui. L'ex-président est jugé en tant qu'ancien ministre de la Défense par contumace. Vous êtes les bienvenus sur RTI1. Je vous livre ce communiqué adressé par le président de la République à Emmanuel Macron qui vient de remporter la présidentielle en France face à Marine Le Pen du Front National avec plus de 66% des suffrages exprimés. Voici donc le contenu de sa lettre de félicitations adressée à Emmanuel Macron. Monsieur le Président élu, votre brillante victoire à l'élection présidentielle française le 7 mai 2017 m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. En portant son choix sur votre personne pour assumer la prestigieuse charge qui est désormais la vôtre, le peuple français vient de vous traduire éloquemment son adhésion à votre vision pour conduire les destinées de votre grand pays vers un progrès économique et social encore plus harmonieux au sein d'une Europe plus solidaire. En cette heureuse circonstance, je voudrais au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'à mon nom propre, former à votre endroit des vœux ardents de parfaite santé, de bonheur et de succès éclatants dans l'exercice de votre haute mission. Je voudrais également vous témoigner toute ma sympathie et vous assurer de ma totale disponibilité à œuvrer de concert avec vous à l'approfondissement des relations étroites d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et la France. Très haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Un autre pays ami à la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana. Et justement, le président ghanéen a regagné son pays hier après 3 jours passés en Côte d'Ivoire. Au cours de sa visite de travail et d'amitié, Nana Akufo-Addo a échangé avec la communauté ghanéenne vivant en Côte d'Ivoire. Véritable communion entre le président et ses compatriotes qui se sont mobilisés pour cette rencontre, nous rapporte Awatouri. La rencontre entre le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo avec ses compatriotes en terre ivoirienne, la première depuis son investiture le 7 janvier, a tenu toutes ses promesses. Une rencontre meublée de prières, chants religieux, danses traditionnelles et bénédictions. L'ambassadeur du Ghana a salué la grande mobilisation des Ghanéens autour de cette visite d'amitié et de travail du président Nana Akufo-Addo en Côte d'Ivoire. Pour lui, cette présence massive est l'expression de leur attachement au président de la République du Ghana. Nana Apia, président de la communauté ghanéenne de Côte d'Ivoire, a pour sa part dit la joie et le bonheur des ressortissants du Ghana de recevoir leur président au bord de la lagune ébriée avant de demander les nouvelles du pays. Heureux de communier avec ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire, le président ghanéen a réaffirmé sa volonté de nouer un partenariat stratégique avec la Côte d'Ivoire. On va travailler comme ça avec nos pères et nos sœurs ivoiriennes pour pousser le Ghana et pousser la Côte d'Ivoire. C'est nous, on a commencé à mettre en route toutes les choses qu'on a dit au peuple. J'ai promis que dès que je deviendrai président, l'école secondaire au Ghana sera gratuite pour tout le monde. À partir de cette année scolaire,
tous nos jeunes qui rentrent dans le système secondaire, senior high school, seront là gratuits. Au cours des échanges qui ont suivi, le président ghanéen a répondu aux préoccupations de ses ressortissants sur des questions liées à l'actualité nationale. Une autre rencontre, c'est celle du vice-président ivoirien avec le président du PDCI RDA. Daniel Kablan-Duncan a été reçu ce matin même par le président Henri Konan Bédié à sa résidence à Cocody pour un entretien. On fait le point avec Viviane Aïmé. Cette rencontre se voulait le prolongement des échanges que le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a eu le 24 mars dernier à Daoukro avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Participaient à la rencontre les ministres PDCI du gouvernement et les présidents d'institutions issus de cette formation politique. Le vice-président de la République s'est voulu on ne peut plus rassurant sur le message de cette concertation. Le RHDP se porte bien, a-t-il déclaré au terme de la rencontre. Je voudrais remercier le président Bédié d'avoir bien voulu nous recevoir ce matin à notre demande. Il a fait très rapidement et nous sommes heureux d'être avec les personnalités que vous voyez autour de nous pour cette rencontre aussi. Il s'agissait, après la rencontre que nous avons eue à Daoukro, de voir le président Bédié et faire un peu le point du dossier du RHDP. Et nous avons été, comme chaque fois, regardis par sa déclaration qu'il nous a faite et disons que les orientations et instructions qu'il nous a données. Il indique que le RHDP se porte bien, quelle que soit certaines déclarations qu'on peut entendre à gauche et à droite, et que le RHDP a fait et fera la stabilité donc de ce pays. Il a travaillé avec son jeune frère, le président Alassane Ouattara, de manière à bâtir le retour à la paix au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Et ils vont continuer ensemble, de manière à ce que ce soit bon pour les Ivoiriens et pour les partenaires de développement donc, de la Côte d'Ivoire. Preuve qu'il n'y a nullement péril en la demeure, le vice-président de la République a annoncé une concertation dans les jours qui suivent entre le président de la République, Alassane Ouattara, et son aîné et frère, Henri Konan Bédié. Je vous conduis maintenant dans les locaux de l'Institut de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS Ségraeux, qui a reçu la visite du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Jean-Claude Kouassi est allé échanger avec les travailleurs et toucher du doigt leur réalité. Les responsables de la Ségraeux ont présenté à leur tour l'ensemble des offres qui existent pour le bien-être des acteurs sociaux, nous dit Grace Kando. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale en visite dans les structures sous sa tutelle. Jean-Claude Kouassi échange avec le personnel de l'IPS Ségraeux, une rencontre dans une ambiance à bon enfant. Les responsables de la Caisse générale de retraite des agents de l'État annoncent l'opérationnalisation de 2 projets majeurs. La convention instituant des règles de coordination entre le système de retraite géré par l'IPS Ségraeux et le système de retraite géré par l'IPS CNPS, ainsi que la retraite complémentaire par capitalisation, qui va permettre d'améliorer de façon substantielle le revenu de remplacement qu'est la pension de retraite. L'IPS Ségraeux a pour mission, entre autres, la gestion au profit des bénéficiaires des régimes obligatoires de pension publique. Pour le bien-être des assurés sociaux, plusieurs réformes ont été entreprises. Les délais de traitement des dossiers sont passés de 365 jours en moyenne avant la réforme à moins de 25 jours actuellement à compter de la réception des dossiers complets. Il y a également la facilitation de l'accès aux droits des assurés sociaux. Des prestations de qualité à l'endroit des retraités. Le ministre Jean-Claude Kouassi demande l'implication de tous les travailleurs de l'IPS Ségraeux. Si chacun de nous prend l'engagement de s'acquitter avec dévouement et professionnalisme de sa tâche quotidienne, dans la plus grande rigueur et dans le respect de la hiérarchie
et de l'orthodoxie administrative, nous parviendrons sans aucun doute à l'objectif que nous nous sommes fixés ensemble. De nouveaux projets sont en vue. L'IPS-SEGRAE prévoit notamment l'extension de la couverture sociale à de nouvelles couches de la population. Les fonctionnaires ne seront donc plus les seuls bénéficiaires. Quelle politique de l'emploi en Côte d'Ivoire? Que fait le gouvernement pour régler la question de l'emploi? Plusieurs structures ont été mises en place. L'État mise donc sur l'entrepreneuriat, l'auto-emploi pour régler le problème. On retrouve Grace Kanto. Tidiane Diakité est ici dans les locaux de l'agence Emploi Jeunes dans la commune du Plateau. Sa présence n'est pas fortuite parce qu'il est à la recherche de financement. Il a postulé sur le site de cette structure en vue du financement de son projet. Je suis venu pour l'entretien. Ils m'ont promis le financement. Bon, on est à la phase maintenant de validation du projet. Nombreux sont ces jeunes qui bénéficient de fonds ou d'accompagnement pour leur insertion socio-professionnelle. J'ai été formé à mécanique auto. J'ai choisi la mécanique auto parce que c'était mon rêve. Ma formation a duré pendant 3 ans et on m'a appris comment le moteur fonctionne, comment démonter, remonter. En dépannant les gens, je gagne de l'argent pour mes petits besoins. Je suis trop contente de faire ce métier. Avec nos encadreurs, ça se passe très bien. Ils nous apprennent à faire les échafauds. On monte en hauteur, on place aussi les marches. On ramasse aussi les lignes, les tubes pour les donner. Ça se passe très bien en tout cas. Le gouvernement ivoirien a fait de l'emploi des jeunes sa priorité. C'est pourquoi plusieurs structures sont mises en place pour apporter des réponses à la problématique de l'emploi en Côte d'Ivoire. Le Bureau de coordination des programmes emploi et l'agence Emploi Jeunes ont mis en œuvre une série de programmes d'aide à l'emploi en vue de l'insertion des jeunes. Nous avons fait l'opération spéciale Agir pour les jeunes, qui est une opération qui vise à toucher des jeunes par des montants variant entre 100 et 700 000. Aujourd'hui, nous avons touché 12 000 jeunes, dont 9 066 qui ont effectivement mis en œuvre leur projet. Nous faisons une opération qu'on appelle une formation en passeport pour l'emploi pour apprendre aux jeunes à pouvoir avoir les meilleures techniques de recherche d'emploi, pour apprendre aux jeunes à pouvoir entreprendre, pour apprendre aux jeunes à avoir des initiatives en termes d'informatique. Et nous avons touché près de 16 000 jeunes dans nos campagnes en 2016. Aussi, notre plateforme de financement au niveau des projets jeunes qui veulent s'installer des micro et petites entreprises, notre plateforme a permis de retenir environ 5 000 jeunes qui vont bénéficier bientôt des contributions, des moyens pour pouvoir s'installer. Nous avons pour mission de mettre les ressources à la disposition des structures de l'État, mais aussi des entreprises et des structures de la société civile chargées donc du pilotage, de la mise en œuvre des activités pour aider les jeunes à avoir accès à l'emploi, soit l'emploi salarié ou l'auto-emploi. Nous assurons la gestion et la coordination du PGDEC, que le projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, financé par la Banque mondiale à hauteur de 50 milliards de francs CFA depuis 2012. Le projet CDD Emploi, qui découle donc d'un financement mobilisé dans le cadre du contrat de désendettement et développement, sur la base d'un accord de financement signé entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement français. Et dans ce cadre-là, le projet CDD Emploi bénéficie de 32 milliards de francs CFA. Et vous avez enfin le projet BRISE, qui est le projet de réinsertion socio-économique des populations de l'Ouest de Côte d'Ivoire, financé par la coopération japonaise à hauteur d'1,350 milliard de francs CFA. Le gouvernement ivoirien offre des opportunités d'emploi aux jeunes depuis 2011. À la date de 2015, plusieurs emplois ont été créés. De 2011 à 2015, ce sont plus d'1 million d'emplois qui ont été créés. Ce sont en moyenne par année près de 120 000 jeunes qui bénéficient en moyenne de tous les accompagnements de l'agence Emploi Jeunes. La porte d'accès aux prestations, c'est le site www.emploijeune.ci. Une fois le jeune souscrit sur cette plateforme, automatiquement, il se retrouve en vis-à-vis avec les opportunités d'insertion, c'est-à-dire un emploi direct, des opportunités d'accompagnement pour pouvoir améliorer son profil, pour être employable dans toutes les entreprises
ou bien des opportunités de financement de ces différents projets. L'auto-emploi est le seul levier véritablement viable pour pouvoir s'en sortir. Et aujourd'hui, je ne dis pas avec 0 francs, mais avec très peu de ressources, on peut entreprendre. L'amélioration de l'employabilité des jeunes diplômés, des projets d'emploi et d'insertion professionnelle sont autant d'actions que les structures chargées de la question de l'emploi en Côte d'Ivoire prévoient pour résorber le chômage. Tous ces programmes et projets sont contenus dans la politique nationale de l'emploi 2016-2020, constituant ainsi une réponse du gouvernement face à la problématique de l'emploi des jeunes. Et toujours au même chapitre, je vous propose maintenant de faire une incursion dans le milieu des demandeurs d'emploi. Combien sont-ils et comment font-ils pour trouver un emploi? Quelles sont les opportunités qui leur sont offertes pour leur insertion? Attendent-ils un emploi correspondant à leur profil? Réponse avec Éric Goury. Le gouvernement ivoirien met tout en œuvre pour régler définitivement la question de l'emploi des jeunes. Plusieurs structures sont donc créées pour accompagner l'insertion de ces jeunes demandeurs d'emploi. L'Agence nationale de formation professionnelle AGFOP et la plateforme de services font partie de ces structures. Il faudrait que les jeunes puissent véritablement s'engager dans une logique d'entrepreneuriat, gérer leurs propres affaires, qu'à cela aussi ils puissent avoir un ensemble de mesures d'accompagnement. Tout est une question de volonté. Avec un minimum, on peut réaliser de grandes choses. Le jeune qui a la volonté et qui manifeste cette volonté-là, de pouvoir en fait essayer d'avoir une réponse à son problème de chômage, en fait, peut trouver cette réponse-là en se déplaçant vers un dispositif d'insertion. Cette option n'intéresse pas d'autres jeunes. Ils restent coûte que coûte attachés à leur diplôme. Un étudiant, en fait, qui a un diplôme doit exercer un travail de son niveau, pas un travail en dessous de son niveau. Parce que si tu dois aller jusqu'au master puis revenir en arrière, c'est comme tu as perdu assez de temps à l'université. Certains parents soutiennent ce raisonnement. On crée des écoles où chaque année, on a des diplômés qui sortent de ces écoles-là, qui ont pour le minimum le BTS. Un enfant qui sort de ces écoles-là, en principe, il faut qu'il atteigne l'emploi. Cet avis n'est pas partagé par ce chef d'entreprise. Malgré ses diplômes, Étienne Kouya opte pour la création d'entreprises. Aujourd'hui, il s'occupe de la formation et de l'insertion des jeunes dans le domaine de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai un bac plus 5.1 et je me retrouve en imprimerie. On peut avoir une formation à l'école, ça peut être théorique, mais la formation pratique et professionnelle, c'est surtout sur le terrain qu'on voit. Et on ne peut pas, sous prétexte qu'on a un bac plus 3, plus 4, que le métier d'imprimerie n'est pas attitré pour eux. Ici, les jeunes qui apprennent ce métier ont décidé de faire de l'imprimerie leur métier. D'après le bac, ça n'a pas marché. Bon, je suis arrivé comme ça à l'imprimerie. Avant, c'était comme on appelle un passe-temps pour dire que je ne peux pas rester à la maison en train d'attendre de mes parents. C'est comme ça que je suis arrivé maintenant. Aujourd'hui, je sens que j'ai l'amour de la chose. Il y a des jeunes qui ne baissent pas les bras. En entendant d'avoir un boulot correspondant à leur formation, ils ont pu s'insérer dans d'autres domaines d'activité. J'ai un bac plus 2, c'est-à-dire un BTS. En gestion des petites et moyennes entreprises. Le message que je peux donner à mes frères, on ne va plus revenir en arrière, c'est d'aller de l'avant. Choisissons quelque chose, puis donnons-nous à ça, on peut s'en sortir. J'ai eu un BTS en informatique, mais je n'ai pas vraiment travaillé dans ce domaine-là. Donc, il ne faut pas se concentrer sur sa formation. En plus de leur formation, les demandeurs d'emploi doivent être optimistes et ambitieux, en saisissant les offres disponibles qui vont les aider à se prendre en charge et à être indépendants financièrement. Voilà, quand on veut, on peut. Ne dit-on pas vouloir, c'est pouvoir. Je vous conduis maintenant à Odiéné qui vient d'abriter le forum régional des villes intermédiaires. Ce forum vient de refermer ses portes. Pendant 2 jours, les élus locaux et les experts en développement se sont retrouvés pour plancher sur la question du développement des collectivités. Des stratégies de développement ont été arrêtées, nous explique Mamadou Kouassi sur place. Au quotidien, ce sont d'importantes populations qui quittent les zones rurales pour les zones urbaines. Et les villes intermédiaires constituent en premier le réceptacle de ces populations migrantes. En somme, dans moins de 10 ans, plus de 600 millions d'Africains vivront en ville. Une situation qui va accroître les problèmes de ces collectivités, des problèmes axés sur l'insécurité, le manque d'emploi, l'éducation, l'urbanisation et la prise en charge socio-médicale de ces populations. Tous ces problèmes sont à la fois communs à toutes les collectivités territoriales africaines,
Quelles solutions donc faut-il apporter pour juguler ces entraves au développement? On fait des programmes pour les capitales nationales, on fait des programmes pour les capitales régionales, mais les villes intermédiaires ne sont pas pour le moment dans l'agenda des politiques publiques en Afrique. Et donc l'idée, c'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics, de la coopération internationale et des différentes coopérations bilatérales et multilatérales sur l'importance de faire en sorte que les villes intermédiaires puissent se préparer à accueillir ce surplus de population. Ce qu'il faut pour les rendre viables et durables, ces villes, c'est qu'il faut que ces villes intermédiaires soient dotées de ressources financières suffisantes, de ressources humaines suffisantes. Et en ce moment, il sera possible, comme ça existe dans d'autres pays, quand vous regardez en Allemagne, vous avez une métropole ou deux, mais le reste, c'est des villes intermédiaires. Et l'idéal aujourd'hui pour un pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, les pays de la sous-région, c'est d'avoir un tissu de villes intermédiaires qui vont faire un maillage intégral du territoire et qui vont organiser un meilleur équilibre et un meilleur dialogue entre le rural et l'urbain pour que nous puissions véritablement avoir un développement humain et inclusif. Il s'agit de trouver les moyens pour permettre à nos villes intermédiaires de jouer leur rôle de moteur de développement économique et social. Une ville intermédiaire ne peut pas seule aller sur le marché financier. Donc il faut mettre en place un pool de villes qui peuvent aller sur le marché financier pour prêter de l'argent, ou bien via une institution de financement au niveau national. Vous savez, il y a toute une ingénierie qui a été mise en place depuis des décennies et qui peuvent être mises à profit dans le cadre du financement des villes intermédiaires, et c'est sur ça que nous mettons l'accent. Pour régler définitivement les problèmes des villes intermédiaires, les experts en décentralisation proposent donner une bonne instruction et une bonne formation à cette jeunesse, parce que c'est elle qui sera le fer de lance du développement. Il faut aussi cultiver l'esprit citoyen au niveau de la population. Il ne faut pas qu'on pense que c'est au maire de faire. Non, chacun dans sa parcelle de responsabilité doit faire quelque chose. Nous devons conjuguer tous nos efforts pour atteindre un meilleur cadre de vie. Ces différentes propositions seront prises en compte dans la mise en place des agendas mondiaux, chose qui devrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations des villes africaines. Et plus loin, Banjul, capitale gambienne, vient d'abriter une réunion pour la validation et l'adoption du plan d'action régional sur l'éradication de l'apatridie en Afrique de l'Ouest. C'est un rendez-vous déterminant pour la traduction des engagements, comme nous dit notre envoyé spécial, Hugues Vibli. Février 2015, 15 États membres de la CEDEAO adoptent la déclaration d'Abidjan qui reconnaît que l'apatridie est un fléau en Afrique de l'Ouest et par laquelle ils s'engagent à y mettre fin. À Banjul, dans la capitale gambienne, à l'invitation de la CEDEAO et du ACR, experts techniques internationaux, représentants d'organisations internationales de la société civile et autres sont engagés à rendre concrète la mise en œuvre des 6 mesures énoncées par la déclaration d'Abidjan. L'un des engagements qui ont été pris, l'engagement 25, un plan d'action régional CEDEAO. Et cette rencontre à Banjul, justement, c'est pour valider ce plan d'action. Donc, rencontre très importante, car ce plan nous servira de boussole pour les 15 pays de la CEDEAO pour justement mettre en œuvre toutes les mesures d'éradication de l'apatridie d'ici 2024. La déclaration d'Abidjan, forte de 25 recommandations, souligne pour chaque État l'importance de tout faire pour que chacun dans la région ouest africaine ait une identité reconnue et bénéficie ainsi de sa protection. L'engagement de la Côte d'Ivoire est ici salué, engagement que va aider à mieux tenir la réunion de Banjul. La lenteur pour la mise en place de cette déclaration reste un problème majeur sur lequel nous sommes engagés aujourd'hui à Banjul, à voir dans quelle mesure cette déclaration, une fois adoptée et qui à force de loi, rentrera en vigueur au niveau de la Côte d'Ivoire. Le HCR estime qu'1 million d'apatrides vivent en Afrique de l'Ouest. Mardi s'ouvre la réunion régionale ministérielle pour la validation et l'adoption du plan d'action régional sur l'éradication de l'apatridie en Afrique de l'Ouest.
Ajoutez que selon le HCR, aujourd'hui, au moins 10 millions de personnes n'ont pas de nationalité dans le monde. 1 million d'apatrides vivent en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a le nombre d'apatrides ou de personnes de nationalité indéterminée le plus élevé de toute l'Afrique de l'Ouest, 700 000. Ailleurs au Burkina Faso, toujours donc sur le même continent, après un second renvoi, le procès de l'ancien président Blaise Compaoré et de 31 membres de son dernier gouvernement a repris aujourd'hui devant la Haute Cour de justice. L'ex-président, poursuivi en qualité d'ancien ministre de la Défense, sera jugé par contumace. Ses avocats ne pourront pas plaider, une décision que ces derniers contestent. Ils dénoncent une violation des droits de la défense. Notez que le dernier gouvernement de Blaise Compaoré est jugé pour son rôle dans la répression d'insurrection populaire d'octobre 2014. Et de l'autre côté du globe, en France, au lendemain de sa victoire à la présidentielle, Emmanuel Macron lance les grandes manœuvres. Son mouvement En Marche se réorganise et met le cap sur les législatives. Élu président, Emmanuel Macron a quitté la tête de son mouvement politique. Il a rebaptisé La République En Marche. Le mouvement est désormais dirigé par une femme. La République En Marche présentera un candidat dans chacune des 577 circonscriptions françaises pour les législatives. Donc. Et justement, Emmanuel Macron, vainqueur de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen du Front National avec plus de 66% des suffrages exprimés. Pourtant, jamais une élection n'a été aussi incertaine, tant elle a connu une campagne et des faits marqués d'innombrables rebondissements. Maïsako. L'élection présidentielle française s'est distinguée cette année par la tenue d'une campagne hors norme, des attentes ponctuées d'incertitudes et des surprises. Le 16 novembre 2016, à moins de 6 mois du premier tour de la présidentielle, les primaires de la droite et du centre donnent la victoire à François Fillon. Il s'illustre comme le nouvel homme fort du parti Les Républicains, après avoir écarté Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, pourtant favoris des sondages. Côté gauche, la surprise est également de taille. Le président sortant François Hollande annonce le 1er décembre 2016 qu'il ne briguera pas un second mandat, une première sous la Ve République. Contre toute attente, Benoît Hamon s'impose face au favori Manuel Valls à l'issue des primaires socialistes. Le nouveau candidat se retrouve face à un défi et non des moindres, rassembler l'aile droite de sa formation politique. Pendant ce temps, Emmanuel Macron, ex-ministre de l'économie sous François Hollande, déjà sur les rangs de l'Élysée, met en place sa machine à gagner. Une machine qui passe par la création d'En Marche, un mouvement citoyen qui se veut à la fois de droite et de gauche. Mais le tournant de ce processus électoral intervient lorsque le 25 janvier dernier, le Canard enchaîné, un quotidien français, révèle que l'épouse de François Fillon, Pénélope, a été rémunérée pendant 8 ans à hauteur de 500 000 €, soit près de 328 millions de francs CFA, comme attaché parlementaire de son époux et de son suppléant. Les conséquences sont immédiates. Le parquet national financier ouvre une enquête le soir même. Le candidat de la droite à la présidentielle se dit scandalisé et dénonce un complot. À 40 jours de la présidentielle et à 2 jours de la date butoir des dépôts de candidature, la justice met en examen le candidat Les Républicains pour détournement de fonds publics. Son épouse Pénélope est également mise en examen le 28 mars pour complicité et recel de détournement de fonds publics, complicité et recel d'abus de biens sociaux et recel d'escroquerie aggravée. Mais François Fillon reste dans la course. La campagne pour le premier tour de la présidentielle débute le 4 février 2017 par la tenue de meetings de 3 candidats à Lyon. Emmanuel Macron réunit 8 000 sympathisants au Palais des Sports, Marine Le Pen 4 000 militants au Palais des Congrès et Jean-Luc Mélenchon regroupe 12 000 personnes et 6 000 à Paris grâce à son hologramme. La campagne est ponctuée par 2 débats télévisés entre les candidats, une première dans l'histoire de la présidentielle de France. Emmanuel Macron domine les intentions de vote au premier tour. La dernière semaine de campagne a été rattrapée par l'actualité. Le 18 avril, 2 hommes ont été interpellés à Marseille alors qu'ils étaient sur le point de mener des attaques en France et vraisemblablement contre des candidats à la présidentielle. 2 jours plus tard, soit 3 jours avant le premier tour, un policier est abattu sur les Champs-Élysées. L'attentat revendiqué par le groupe État islamique a recentré la campagne sur 2 enjeux majeurs, le terrorisme et la sécurité.
Après plusieurs mois de campagne, Emmanuel Macron d'En Marche et Marine Le Pen du Front National arrivent en tête du premier tour de l'élection présidentielle le dimanche 23 avril dernier avec respectivement 24,01% et 21,3% des suffrages exprimés. Avant le deuxième tour de la présidentielle, le débat télévisé qualifié de musclé par les analystes met en scène Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Les deux candidats tiennent des discours très différents. Le premier reste dans la dynamique de son programme centré sur la mondialisation et une France qui demeure au sein de l'Union européenne, soulignant les lacunes de son adversaire sur les questions économiques et industrielles. La seconde avance les idéaux de l'extrême droite, axés notamment sur la préservation des frontières françaises, de la patrie, la lutte contre l'immigration de masse et le retrait de la France de l'Union européenne. Au soir du 7 mai 2017, date du deuxième tour de la présidentielle, Emmanuel Macron est élu à la tête de la France avec 66,1% des suffrages exprimés contre 33,9% pour Marine Le Pen. Dans son discours au Louvre, quelques heures après l'annonce de sa victoire, le nouveau président élu de France met l'accent sur la construction d'une majorité du changement lors des élections législatives des 11 et 18 juin prochains. Le 8e président de la 5e République, Emmanuel Macron, démissionne de la tête d'En Marche, rebaptisée la République En Marche. Catherine Barbarou, jusque-là déléguée, devient la présidente par intérim du mouvement. Voilà, et je rappelle que le président élu de la France, Emmanuel Macron, a été félicité par plusieurs chefs d'État, notamment le président ivoirien Alassane Ouattara, qui lui a adressé une lettre de félicitations. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.